il a été inspiré par telle femme, il a été influencé. Plutôt, ils disent influencé. C'est faux, jamais influencé. Il a voulu la baisser. Il a voulu que cette femme l'aime. Passer des nuits éblouissantes. Et comment passer des nuits éblouissantes en lui faisant des tableaux magnifiques. C'est ici que se trouveront les tableaux qui sont un peu, aux yeux d'un certain public, la Joconde de notre musée. Qui a peint le lit aux couleurs de la mer? Qui a peint la mer aux couleurs de Paris? C'est une question impossible que tu poses là. On ne peut pas y échapper à Picasso. Comme il fait partie des meubles, je crois, dans la mesure où sinon il devient franchement gênant. Il est présent partout. Alors on visite? Oui, on va aller chez Stéphane. C'est le plus jeune de l'impasse qui vit de manière autonome. Bonjour Stéphane, on te dérange ou pas? Non, ça va, ça va. Bonjour Stéphane. Bonjour, pourquoi autonome? Hein? Pourquoi autonome? Parce que tu vis de manière autonome par rapport à... Tu vis en adulte. Tu aimes Picasso? Oui. Tu le connais? Oui, je connais bien. Oui, oui. Tu y échappes pas non plus. Non, j'y échappe pas. Je crois que personne n'y échappe à Picasso. À moins de fermer les yeux. Picasso manipulated people like he manipulated forms. And not only the women in his life, but everybody else around him. And he cannibalized people. I mean, he needed their energy, he needed their love. This is what fueled his engine. This is what enabled him to have this tremendous energy. And if you spent a day with Picasso, I always found that at the end of it, he was full of beans and full of life, and everybody else was suffering from a kind of nervous exhaustion. I mean, he'd taken everything they had. He'd taken their love, their understanding, their whatever it might be. Mais nous on appelle ça une ruelle, mais c'est une impasse. Ça, c'est vraiment une impasse parce qu'on ne peut pas sortir par l'autre côté. Avant, c'était plein d'Italiens. Il y a combien de chats ici? À peu près autant que d'habitants, je crois, une quarantaine. Alors, ils étaient en train de construire toutes ces maisons neuves autour, si bien qu'on allait le soir négocier avec les ouvriers, tu vois, pour leur dire il vous reste pas 2-3 fenêtres en trop, et puis ils nous filaient des vieilles fenêtres ou des trucs qui n'étaient pas au format, parce qu'ils se trompent souvent sur les chantiers, tu sais, ils font venir 50 fenêtres qui sont pas exactement au bon format. Nous, on s'en fout, tu vois, parce qu'on peut les mettre... L'idée en soi de récupérer est une idée vieille maintenant comme le monde, en tout cas comme le monde contemporain, et ennuyeuse comme la pluie. On ne peut plus voir une selle de vélo et un guidon sans penser à Picasso. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas Picasso et qui l'avaient vu avant. Alors, la notoriété de Picasso a institutionnalisé la chose. Il va adopter ce qui l'intéresse. Qu'est-ce qu'il est Dali? Qu'est-ce qu'il est Picasso? Picasso, il va se trouver surtout bien en présence du surréalisme. Pourquoi il va être adopté par le surréalisme? Parce que le surréalisme dit des choses. Dans l'art, tout est possible et il n'y a pas de morale. Lui va changer un tout petit peu, parce qu'il est un paysan de Malaga. Et ça le convient. Ça, dans l'art, tout est possible, oui, parce que comme ça, je pourrais faire ce que je veux. Et il ne va pas avoir aucun scrupule. Pourquoi? S'il est génial, il le sait qu'il est génial. Il sait que Dieu, parce qu'il croit en Dieu. À la nature, à des choses bizarres, à des superstitions. Il sait que des forces occultes l'ont donné du génie. Alors pourquoi s'embarrasser s'il y a si le cubisme est là, prenons le cubisme. Si l'art nègre est là, prenons l'art nègre. He never threw anything away. I mean, there were stacks of empty cigarette packets, I mean, towers, matches, letters, envelopes he didn't throw away. He loved to turn something into something else. I mean, that's very much part of his art. Pourquoi la morale n'existe pas? C'est trop pour moi. Ça, je ne marche pas. Il va changer, il va dire, oui, la morale, en réalité, il existe, mais je vais l'adopter au pluriel. Je vais adopter à chaque fois la morale qui m'intéresse. Toujours présidée par l'amour et par la création. Il va prendre tout ce qui est autour de lui et il va les rendre ses lettres de noblesse. Ça, c'est une ancienne fabrique de blanc d'œuf. Et il triait le blanc, il l'envoyait en Belgique et le jaune, il l'envoyait en Italie. C'est ça le principe. Et pourquoi il séparait? Et il séparait parce que c'est très intéressant. Les Belges, ils ont besoin que de blanc d'œuf et les Italiens de jaune d'œuf. Mais pourquoi? Parce qu'en Italie, ils font des bons gâteaux et en Belgique, je crois que les gâteaux sont moins bons. Ça doit être une histoire comme ça, tu vois. He'd once been given an enormous panettone from Italy, you know, a big cake, and the mice had nibbled at it, and it looked like a model of the Colosseum. À droite, c'était une fabrique de fromage. Et les anciens locataires étaient complètement cinglés
ces gens qui fabriquaient du fromage, tu vois, ils avaient des grands bris tout ronds comme ça, tu vois, c'est un très gros fromage rond. Ils avaient une table ronde, des lits ronds, c'est invraisemblable, une platine, tu vois, complètement sphérique comme ça pour passer les trucs. Ils avaient fait des portes avec le dessus rond. Parce que tout leur boulot, à longueur d'année, c'était de prendre le fromage et de le retourner. Parce qu'il fallait le retourner 2 fois par jour. Tu vois, c'est un petit peu comme les bouteilles de champagne, tu tournes comme ça. I mean, there was always around the studio in California, there was a bottle of Guerlain eau de toilette which said « Bonne année 1937 ». Ouais, c'était un des premiers à ramasser toutes les saletés qu'ils pouvaient trouver et puis à les aménager de façon à en changer un petit peu le sens. C'est ce qu'on fait, nous, ici aussi. Évidemment, si le type a du génie, il peut, avec une selle de bicyclette et un guidon, faire autre chose qu'un bucrane, comme Picasso. Il fera autre chose qui sera... Ouais, mais pour ça, il faut qu'il ait du génie. Oh, 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 oh. On a encore des zincs gravés par Picasso. Quand il faisait une litho, c'était presque une litho en relief. Parce que quand il voulait faire des blancs dans un aplat noir, il prenait un grattoir et il entaillait le zinc. Démarrer. Hop. Quand il a fait la colombe de la paix, à un moment, c'était penché. Il y a eu une dégoulinade qui se faisait. Alors je lui dis, oh attention, ça dégouline. Et dans les pattes de la colombe, il a fait ça, pour que ça dégouline pas. Alors je crois que c'est là que c'est devenu un pigeon ramier. À un certain moment, il a utilisé la peinture industrielle, la peinture de bâtiment, le ripolin, et puis il a utilisé des peintures à l'huile très, très différentes. Il a toujours fait attention à ce dont il se servait, mais qu'en même temps, il a été très audacieux. Il a employé des techniques pour ce qu'elles étaient, c'est-à-dire aussi pauvres qu'elles soient, mais avec un certain scrupule, avec une certaine exactitude. Il y a des valeurs spirituelles et des valeurs intangibles, comme un papier, ça vaut 1000 francs. Oui, en effet, il vaut 1000 francs, peut-être demander 1000 francs, mais peut-être pas. Mais il y a quelque chose qui vaut, c'est la terre. Les paysans veulent la terre, il a voulu la terre. Et il a voulu la terre, et la terre du Moyen-Âge, la terre du châtelain. Il avait voulu les châteaux du Moyen-Âge, c'est-à-dire châteaux avec les portes ouvertes pour que les serfs arrivent, pour que soit la vie en communauté. À chaque fois qu'un restaurateur voit arriver un Picasso, il est plutôt content, parce qu'il sait que ça va pas être de la peinture d'esthète fou comme Picabia faisait, il utilisait n'importe quelle peinture sur n'importe quel support. Picasso a toujours fait attention à ça. Il choisissait de la bonne toile, avec de la bonne peinture, avec des bonnes huiles, avec des bons cicatifs. Il a fait des trucs au marqueur, tu vois, il a fait des trucs avec des tas d'encre. Il a tout essayé, donc je suis sûr qu'il a utilisé l'acrylique. Et je pense avoir lu acrylique en dessous d'un tableau de Picasso, et ça ne m'a pas du tout gêné. Moi, je pense l'avoir lu aussi. Bah, c'était pas signé acrylique, hein. Si j'ai signé Picasso tout le temps, ça il est jamais oublié. Vous voudriez que je me déshabille à l'écran? Oui. C'est vrai? Mais c'est rien, c'est un truc qui m'a été dédicacé par le maître lui-même. Robe Picasso de velours noir et satin bleu. Broderie à la guitare multicolore. Il y a une aventure de la couleur qui a peut-être commencé au 19e siècle. Et qui... Les impressionnistes? On peut, oui, on dit toujours ça. Alors c'est vrai. Moi, on m'a dit que ça avait commencé avec l'invention du tube de couleur. Ça va en même temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Il y a une énorme vogue, un énorme engouement pour la couleur. Au point où les gens dans les rues portent des couleurs très très excentriques et que les teinturiers sont obligés d'inventer des couleurs tout à fait folles qui sont soit fugaces, elles s'évanouissent en un jour, soit elles sont carrément dangereuses pour les bonnes femmes par exemple et elles vont brûler les peaux. C'est un truc complètement fou. Robe à l'éventail de satin, velours et dentelle noire et taffetas rose vif. Il y a des oiseaux qui sont carrément amoureux de certaines couleurs. Alors il y a un oiseau par exemple qui est un fanatique du bleu. Alors, lui, il se balade partout, et puis il va chercher tous les objets qui sont bleus, il les ramène dans son nid. Et il n'y a pas d'explication logique, sinon qu'il aime la couleur. Comme Picasso, il a eu sa période bleue. Ah, il a sa période bleue, mais elle ne s'arrête pas. Est-ce qu'il y a des oiseaux qui ont des périodes roses, non? Les flamands. Veste de velours noir et violet, broderie arlequin, pantalon zouave de velours noir.
Les couleurs étant liées à des grandes familles, étant liées à des groupes humains, celui qui avait un manteau multicolore, c'est celui qui appartenait à différentes tribus. C'est le paria, c'est celui qui, en fin de compte, d'une part, au point de vue négatif, mangeait à tous les râteliers, et d'autre part, réussissait, par un système d'alliance, à être ami avec tout le monde, qui pouvait peut-être devenir très puissant, on ne sait pas. Et vous, alors, c'est une histoire amusante parce que j'avais fait un néocolore, c'est-à-dire un monochromiste. Et il m'avait dit, il y a 25 couleurs. Alors, il me dit, tu me montreras que tu as bien mis 25 couleurs. Et moi, je sais pas pourquoi, je lui dis, heureusement que vous aviez une boîte de néocolore de 25 bâtons. Parce que si vous aviez eu celle de 50, et là, il me fait comme ça. Il me dit, il y a 50 couleurs. Et je lui dis, oui, t'es sûr? Il me dit, j'en suis certain. Je peux vous l'amener demain, moi j'en ai une boîte. Qui te l'a offert? J'ai dit, c'est mes petits-enfants. Et il me dit, moi aussi c'est un cadeau. Et on m'a donné qu'une boîte de 25 couleurs. Et toi, c'est tes petits-enfants. Il dit, et moi, ils sont riches. Et tes petits-enfants, ils sont pas riches. Je dis, non, c'est dans leur tirelire. Alors ils disent, ils ont cassé la tirelire pour te payer pour ton Noël 50 couleurs. Et moi, ils sont riches, ils m'ont donné que 25 couleurs. Ah, mais comme ça, hein. Il était au bord d'être fâché, oui. Lui, c'était normal. On n'offre pas 25 couleurs à Pablo Picasso s'il y a des boîtes de 50. Bleu c'est bleu, rouge c'est rouge. Mais le rouge c'est beau, surtout quand ça bouge. Gris c'est gris, vert c'est vert. Mais le vert s'avère parfois trop sévère. Oh, 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 oh. Tiens, 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 tiens. Qui a peint le lit aux couleurs de la mer? Qui a peint la mer aux couleurs de Paris? Qui, tiens, 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 tiens. Oh, 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 faut parler à Pablo, il peint beaucoup trop. Il peint beaucoup trop, ce Pablo Picasso. Pourtant, oui, pourtant, comme on aime les beaux tableaux de ce Malaguet. Ses chevaux, ses fleurs, ses taureaux, ses guitares, ses femmes et ses oiseaux. Plus vrai que la vie et plus beau aussi. Ah oui, vraiment, comme on aime les fins dessins de ce Malaguet. Ah oui, vraiment, comme on aime les beaux tableaux de Pablo. Pourquoi il reçoit des gens comme moi? Pourquoi il reçoit Luis Miguel Dominguín? Il est quand même étonnant que celui que je considère le plus grand peintre de notre époque reçoit des gens, des toréadors, des gens... Gary Cooper... Surtout, il a reçu des Espagnols. Gary Cooper avait envie de voir Picasso. Il a téléphoné, Picasso avait envie, pas envie, mais nous, Jacqueline et moi, on avait très envie. Il y a eu des sketchs inimaginables parce que Gary Cooper voulait montrer qu'il tirait sans être doublé. Alors il a tiré très mal. Là-dessus, il a raté une boîte de conserve à je sais pas combien de mètres. Il s'entourait des vedettes, pas parce qu'il aime les vedettes. Il s'entoure de Gary Cooper parce que lorsqu'il était un enfant, lorsqu'il était un jeune homme, bah, il a vu des films. Alors il veut voir celui qui tire avec les pistolets. Et puis Picasso a essayé de tirer, mais c'était pas très brillant non plus. Enfin, on s'est beaucoup amusé. On avait l'impression qu'on avait tous un grand cow-boy comme ça avec lequel on jouait. C'était charmant. Lorsqu'on allait chez Dali, on était informé des dernières théories sur les codes génétiques. On savait où en était la grande unification des particules élémentaires. Alors évidemment, lorsque Dali, avec mon accent, proclame à la télévision qu'il est intéressé par l'acide nucléique, oui. C'est à pisser de rire. Mais il se trouve que l'acide nucléique était à la base des découvertes qui se faisaient à l'époque du code génétique qui intéressaient beaucoup Dali. Et qui n'intéressait pas du tout à Picasso, qui avait d'autres chats à fouetter, notamment sa peinture. Il a mis avec son pied tous les plats, les verres, les choses, les homards, et tout ça. C'est comme ça. Il a mis son pied sur la table. Il a commencé à me faire. Il a fait 24 dessins.
24 dessins. Il cherchait encore une page libre. Il dit, ah, il n'y en a plus. Puis on est allé dîner à Cannes. Dans le restaurant, les gens étaient complètement fous parce qu'il y avait Gary Cooper. Ils étaient heureux. Pignon a dit à Picasso, tu vois, t'as plus la vedette, c'est fini. Ils nous donnaient des trucs à signer. Ils avaient donné à Pignon le menu à signer parce qu'ils croyaient que c'était un shérif. Enfin, je sais pas. Oui, Pignon a signé toute la soirée. Douglas Fairbanks Jr., ils s'en sont même pas aperçus. On me présente à Françoise Gillot et je lui dis, vous savez, je suis en train de préparer un livre sur Picasso. On me l'a demandé. Elle dit, ah, ça l'intéressait. Comment allez-vous faire? Je lui ai dit, je vais me mettre dans la peau de Picasso. Elle m'a dit, ça va vous gratter. Je sais pas comment on fait cette image d'un Picasso qui ne serait pas cultivé. He was an enormously cultivated man. He hid it rather carefully, and he pretended not to be. But he had a tremendous culture. He knew Spanish and French literature extremely well. Il lit peu. Il n'écrit jamais. Si on avait à publier le courrier de la correspondance de Picasso, c'est pas Van Gogh, il y a rien. He knew Balzac by heart. He had a great collection of manuscripts, of French 19th century manuscripts. He had Rimbaud's school books, for instance. C'était un homme très malin, un homme qui savait ce qu'il fallait lire et qui avait une expérience même mentale assez extraordinaire qui faisait que il comprenait tout très très vite. Et il a eu des phrases superbes, par exemple, après la guerre, on lui a dit mais Picasso, tu devrais être aux États-Unis. Dali est resté tout et il est devenu milliardaire. Mais tu vas aux États-Unis, on te fait un pont d'or. Et Picasso dit oui, et je couche dessous. Il ne parlait pas comme je le fais parler, parce que d'abord il ne parlait pas en français, il parlait un peu un sabir franco-catalan, pas andalou. L'andalou était loin de sa tête. Au fond, c'est la Catalogne qui a fait Picasso. Bon, la langue de Malaga, c'est l'andalou, c'est une langue comme ça très mangée, hein, qui mange. La langue mangée en espagnol, c'est celle qui ne prononce pas les lettres finales, etc. Par exemple, on ne dit pas andalous, on dit andalou. Tu vois, je veux dire, on ne prononce pas, ils mangent, eux-mêmes disent comme la lingua. Parlait l'espagnol, mais il pouvait mélanger des mots français. Et il y avait beaucoup vécu en France, il avait vécu beaucoup plus que moi. Il parlait un français très fluide, très très fluide, mais évidemment avec mon accent massif et central. J'avais l'impression que son accent était énorme. Ce qui fait qu'il détestait toute histoire de radio, d'émission, de quoi que ce soit. En réalité, il faisait quelques fautes peut-être volontaires, qui étaient généralement jolies, et il avait un énorme vocabulaire, puisque c'était un homme énormément cultivé. Je dirais que Picasso aurait été très très fâché d'avoir bien parlé le français. Il aurait considéré cela comme une activité de perroquet. Donc lui s'abaissait à nuancer sa langue pour la coupler à une autre langue, ça, il n'aurait pas été digne de lui, je crois. J'étais une fois à Nice même, où on m'a fait lire un petit papier, quand on a reçu, je ne sais pas combien de milliers et de milliers de jeunesse du monde. Ça, vous vous rappelez, il y a beaucoup d'années. Alors j'étais là, sur les monuments aux morts, vous savez, énorme, ça, avec une foule qui venait depuis l'Avocat, comme ça, jusqu'à Nice, n'est-ce pas, sur la route, comme ça. Et alors là, j'ai lu, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que j'ai lu, parce que c'était très court, et c'était pas moi qui l'avais écrit, même. Mais enfin, j'ai prononcé quelques mots qui ont eu le plus grand succès, il paraît. Je ne sais pas comment ils ont entendu, car moi, je n'ai pas l'habitude de parler devant un micro. Mais hier soir, c'était fantastique. Je vous regardais au milieu de cette salle immense. Vous étiez petit, presque perdu même au milieu de cette foule. Oui. Est-ce que vous avez été quand même impressionné J'étais impressionné, en tout cas très touché de cette espèce de sympathie, amour, ou je ne sais pas, ou amitié que tant de gens me portent. Ses yeux étaient comme des charbons. Et un seul coup. Il avait des yeux des yeux de loup presque, des yeux perçants comme ça. Comme des poignards, comme des charbons, comme des poignards, ses yeux. C'était évidemment quelqu'un d'impressionnant, y compris pour les enfants, parce qu'il était... moi, je savais pas trop... Il y a des gens, quand on est enfant, il y a des adultes qui se tournent tout de suite vers vous, qui aiment bien les enfants, bon, hein.
Alors ceux-là, on a une préférence en général pour eux. Et puis, il y a au contraire ceux qui vous envoient chier, qui vous ignorent ou n'importe quoi. Et puis, il y a les dangereux, c'est ceux qui un jour sont là, très contents, très gentils, et le lendemain, vous envoient chier. Paloma Picasso, qui a aujourd'hui 17 ans, nous parle de son illustre père. On ne peut pas dire qu'il soit paternel parce qu'il vit trop avec sa peinture, trop intensément. Il n'a pas vraiment une vie familiale, régulière, comme un père normal. Je pense qu'il est plus paternel avec les petits-enfants qu'avec des adolescents. Parce que les petits-enfants, on n'a pas vraiment besoin de leur expliquer les choses, on s'amuse avec eux. Et qu'il faut parler et se comprendre d'une génération à une autre. Et là, il y a un assez grand espace. Et c'est difficile. Bon, alors là, je l'ai rencontré chez Cocteau un jour. Et j'ai vu un Picasso complètement improbable. Les gens n'ont jamais dû voir des Picasso comme ça. Il avait un manteau de je sais pas quel est le nom de cette étoffe sublime, une cheviote ou un mohair archi impalpable, délicat. Je crois qu'il avait superbe. Je crois qu'il avait un blond. Il devait venir d'un mariage. Alors, il était assis sur le lit de Jean Marais. Il y avait Moulouk, le chien, à ses pieds, et Cocteau, fou de bonheur d'avoir Picasso là. Cocteau avait eu une admiration pour Picasso, mais prodigieuse. Mais Cocteau avait la fâcheuse envie d'être un grand dessinateur. Et il dessinait bien, si vous voulez. J'adorerais dessiner comme Cocteau. Et Picasso ne supportait pas le dessin de Cocteau, parce que Cocteau étant fasciné par Picasso, copiait pas mal Picasso. Forcément, il était extraordinairement influencé. Et un jour, dans un restaurant, les Catalans, la rue des Grands Augustins, en bas de chez Picasso, 1940, il y avait un restaurant et des nappes en papier. Et Picasso dessinait, et quand il avait fini le déjeuner, il bousillait les machins, parce que les gens arrachaient les trucs pour les revendre. Je vous dis, 1 million de dessins, c'est pas étonnant, il en faisait 40 par jour, des dessins. Bon. Et Cocteau avait copié parfaitement un dessin que Picasso venait de faire. Ça énervait Picasso. Well, I think Cocteau, who always liked to play the star, felt inferior to Picasso. The only person he ever admitted to being in any way inferior to was Picasso. And I think this dated back to when they first met. And Picasso was so furious at the way Cocteau used to fuss and fret about going to parties or being late for some Principessa or whatever it was, that he gave him a good slap once. He slapped him hard in the face in Rome. Bang, bang. Bonne paire de gifles. Il m'intimidait, il m'intimide encore. Souvent, ça l'amuse parce que je suis resté devant lui très timide. Comment était Picasso quand tu l'as rencontré? Ben, il était comme il est toujours. C'est un petit torero avec des voltes rapides et terribles et un œil qui vous fouille. Et généralement, quand il vous reproche quelque chose et qu'on croit qu'il a tort, il a raison. Et puis alors à cette époque-là, il n'avait pas encore les cheveux ras, il n'était pas encore chaud, et les cheveux lui jaillissaient de partout, et le génie lui jaillissait de partout comme d'une pomme d'arrosoir. Le peintre, la pomme et Picasso. Sur une assiette bien ronde en porcelaine réelle, une pomme pose. Face à face avec elle, un peintre de la réalité essaie vainement de peindre la pomme telle qu'elle est. Mais elle ne se laisse pas faire la pomme. Et la voilà qui tourne dans son assiette réelle, sournoisement sur elle-même, doucement, sans bouger. Et comme un duc de Guise, qui se déguise en bec de gaz, parce qu'on veut malgré lui tirer le portrait, la pomme se déguise en beau fruit déguisé. Se protéger des gens, oui. Ça, s'il le faisait, il n'aurait pas pu vivre autrement. Tout le monde voulait aller voir Picasso. Tout le monde voulait filmer Picasso. Shakespeare. Bon, les médias ne pouvaient pas se précipiter sur lui, vu qu'il n'y avait pas une espèce de lance avec un truc comme ça et un gars avec des écouteurs derrière pour le foutre devant la barbiche et le nez de Shakespeare, vous comprenez? Et le peintre, étourdi, perd de vue son modèle et son tort. C'est alors que Picasso, qui passait par là, comme il passe partout, chaque jour, comme chez lui, voit l'assiette et la pomme et le peintre endormi. Quelle idée de peindre une pomme, dit Picasso. Et Picasso
mange la pomme et la pomme lui dit merci. Si Picasso a été un personnage des médias, c'est parce que les médias existent. Est-ce que Brigitte Bardot est un génie? C'est pas un génie, Brigitte Bardot. C'est Marie une dame. Laurent est un génie? C'est une dame appétissante, mais c'est pas un génie. Oui, mais ça fait un tableau propre. Mais écoutez, d'autre part, on s'est. Non, mais attendez, excusez, mais on s'est beaucoup. Les médias se sont emparés de Brigitte Bardot. De son devant et de son derrière. Bon, mais sans que ça. Donc, ce que vous tendez à prouver, c'est qu'on peut ne pas avoir de génie et être un grand personnage pour les médias. Ça, nous sommes d'accord, ça ne demande pas de preuve. I was having lunch there one day when the concierge came and said, there are 2 Swedish girls at the door and they've won a prize in a lottery. And the prize in the lottery was a visit to Picasso. And so they'd come all the way from Sweden to claim their prize. And Picasso said, I'm not the prize in anybody's lottery. Tell them to get the hell out. D'abord, sa tête était très belle. Hein? C'était un homme un petit peu court, avec des épaules très très larges, mais il y avait ce rayonnement. Moi, j'étais vraiment petit aussi en taille. Et donc, j'ai des souvenirs de 1,20 m, par exemple. Pourtant, j'ai le souvenir que Picasso n'était pas grand. Il était petit, il était fort. Il donnait aussi l'impression d'un type très fort, très bronzé et toujours presque à poil. Moi, je peux manger de la peinture. Bon, ben d'accord. Écoute, tu nous feras une démonstration, hein, ouais. une autre fois. Il était content d'avoir une télévision, il était content d'avoir un téléphone avec lequel il parle avec Paris, il était content de faire partie du groupe surréaliste. Il s'appelle Connaître Picasso et dont le but est justement de vulgariser l'œuvre de ce grand peintre. Il était content des choses qui concernent l'art et la vie de tous les jours, ses enfants, ses... Tiens, 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 tiens. Qui a peint ses yeux aux formes africaines et la belle châtelaine aux seins si fabuleux. Qui. Tiens, 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 tiens. Oh, 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 oh. Faut parler à Pablo, il peint beaucoup trop. La guerre civile espagnole. Cet homme-là est amoureux. Mais il a la guerre civile. Alors, il fallait qu'il fasse des tableaux sur la guerre civile. Il n'a pas fait un. Il y a toute l'année 36. Et en Espagne, ils sont des 7 tués. Ses camarades, ses amis, il ne fait pas un seul tableau sur la guerre d'Espagne. Mais il aime. Alors il fait des travaux merveilleux. Là, il les fan dans les plages. Extraordinaire. Mais à un moment donné, dans cette guerre d'Espagne qu'il la voit de loin, il va voir un fait barbare, extraordinaire, et il va faire une exception parce que c'est un homme qui n'est pas un fanatique. Il fait des exceptions. Là, il y a un bombardement atroce. Les nazis bombardent Guernica. Ce moment-là, il bande, il s'excite. Il ne peut pas. Il abandonne pour quelques jours la plage, les lits, pour faire son tableau sur Guernica. La guerre espagnole, c'est 3 années. 3 années, c'est beaucoup de temps. Pendant 1000 jours, il va parler de la guerre d'Espagne pendant 1 semaine, peut-être 2 semaines. Il y a des critiques qui nous parlent de 2 semaines. Le reste dit. La colère qu'il fallait, parce que tout d'un coup, un petit village avait été rayé de la carte, où il y a eu beaucoup de morts. Et tout d'un coup, comme le monde entier, il a été indigné. Pour lui, Guernica, ça a été le moyen d'exploser, de trouver sa collaboration. Jeter des bombes, ce qu'auraient fait beaucoup de gens. Il a pris tous les thèmes qu'il était en train d'exploiter depuis des années, le Minotaure, les courses de taureaux, etc. Et il a montré beaucoup mieux que s'il avait montré un avion en train de jeter des bombes. C'est fantastique. Mais il y a toutes ces obsessions du moment. Au fond, dans Guernica, on voit plutôt pas son divorce, mais sa séparation d'avec Olga, que Guernica vraiment. Si vous voulez, on voit des femmes en pleurs, on voit des espèces d'exaspération qu'il avait pris, cet homme, parce qu'il n'était plus en paix. Bon, un jour, il s'est retrouvé devant Guernica avec un officier allemand. Bon, l'officier allemand lui a demandé, c'est vous qui avez fait ça? Et Picasso a répondu, non, c'est vous. On raconte joliment qu'il leur filait, leur disait qu'est-ce que vous faites. Alors ben voilà, il leur donnait une carte postale représentant Guernica, et les Allemands disaient c'est vous qui avez fait ça. Ils disaient non, c'est vous. Par rapport à ce travail-là, j'ai une dette envers Picasso.
C'est-à-dire que toute ma technique de séparation des couleurs en gravure sur pellicule vient de ce que Picasso avait inventé en travaillant sur linoléum. C'est-à-dire la façon de travailler par élimination, comme il disait. C'est-à-dire de faire toutes les couleurs à partir d'une seule plaque. Oh, et je m'inspire parce que ça serait un peu ridicule, puis un peu fou. Alors, je traite ça de façon très, très libre, finalement. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Moi, j'en ai assez de cette histoire du peintre romantique, du musicien romantique, du poète maudit romantique. Je ne sais pas, moi j'écris des choses en bêchant mon jardin. Bon, je pense que Picasso, quand il se lavait les mains, peut-être qu'il faisait un tableau en se lavant les mains. Picasso disait, puisqu'il faut le citer toujours, que le Louvre est plein de croûtes, mais qu'on ne le sait pas parce que jadis tout le monde peignait bien. Et Rembrandt, on l'accusait d'abîmer le visage humain, d'insulter le visage humain. Et qu'est-ce que d'autre a fait Picasso que d'insulter le visage humain, comme un Espagnol insulte la Madone si elle n'est pas de sa paroisse. Les gens n'aimaient pas ça, parce que les gens aiment mieux reconnaître que connaître. Et connaître exige un effort. Voilà un homme qui est submergé dans le groupe surréaliste, qui est entouré de gens comme Auclé, qui connaît l'existence de Kandinsky, qui voit ses camarades, ses compagnons qui font de l'abstrait, qui connaît Marcel Duchamp, qui connaît les autres. Et lui, il ne veut pas de l'abstrait. Et il ne veut pas d'une manière féroce. Parce que l'œil est paresseux et que les gens n'aiment pas se poser de problème. Et il faisait aux peintres abstraits les plus remarquables, la pire des insultes, c'est d'acheter une toile abstraite parce qu'elle allait bien avec l'étoffe de leur fauteuil ou avec l'étoffe sur les murs de leur salon. Tout n'est l'abstraction. L'abstraction n'est des idées philosophiques. L'art est mort. L'art est mort. Éliminons toute figuration. Faisons de l'art abstrait. Mais ça, il ne peut pas le supporter, Picasso. L'art, il faut qu'il soit significatif. L'art n'est pas mort. Là, il s'insurge. Et il ne peut pas s'insurger avec des mots. Parce que peut-être ça ne vient même pas à l'idée. Mais il s'insurge avec ses pensons. Il faut signifier, il faut dire, il faut raconter, il faut expliquer, il faut aimer. Et il va le dire jusqu'au bout. Rien n'est mort. Au début de sa carrière, il a peint des choses rondes et puis après, il s'est dirigé vers le carré, vers l'abstrait. Mais si c'est trop rond, ce n'est pas adroit. Trop, c'est trop. Dur, c'est dur. Mais si ça dure trop, c'est moi qui endure. Oh, 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 oh. Tiens, 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 tiens. Qui a peint ses yeux aux formes africaines et la belle châtelaine aux seins si fabuleux. Qui. Tiens, 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 tiens. Oh, 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 oh. Faut parler à Pablo, il peint beaucoup trop. Il peint beaucoup trop, ce Pablo Picasso. Pourtant, oui, pourtant, comme on aime les beaux tableaux de ce Malaguet. Ses chevaux, ses fleurs, ses taureaux, ses guitares, ses femmes et ses oiseaux. Plus vrai que la vie est plus beau aussi.
Une jeune fille qui l'autre jour m'a interviewé pour je ne sais pas quel journal, je lui avais dit ça, vous savez, pour moi, il n'y a que l'amour, n'est-ce pas? Vous aimez bien les gens? J'aime beaucoup les gens. Tout le monde? Et si je n'aurais pas de chance, je crois que j'aimerais même un bouton de porte, n'est-ce pas? Un pot de chambre, n'importe quoi. Il est intéressant le rapport de l'Espagne avec Picasso et de Picasso avec l'Espagne. Et Picasso s'est considéré toujours un Espagnol émigrant avec la valise prête pour partir. Alors il y avait des raisons pour ne pas partir. Tantôt il y avait une, tantôt il y avait autre. Et je crois, oui, je crois qu'il ne serait jamais rentré. Il ne pouvait plus rentrer. Parce que d'ailleurs, l'Espagne qu'il aimait ne correspondait pas à l'Espagne qu'il avait déjà. Une Espagne, je dirais, sauvage, bestiale et en même temps attendrissante. Prêt pour l'amour et pour la haine. Pour monter au ciel et pour descendre aux enfers. Alors, dans cette Espagne tellement bizarre, tellement différente au reste de l'Europe, il va pousser quelque chose qui n'est pas connu ailleurs avec cette intensité, c'est-à-dire l'anarchie. Et il vit dans ces contextes. Dans les contextes dans lesquels il y a un type qui dit l'évêque de Saragosse est un salaud parce que c'est un évêque, je vais le tuer. Et en effet, il prend la route, il va tuer l'évêque de Saragosse parce que c'est un évêque. Alors c'est ça, c'est l'Espagne qui vient de mal. Et c'est l'Espagne qu'il va abandonner, mais qu'il va ramener, qui va tenir tout au long de sa vie jusqu'à sa mort. His father, you see, his father was a sort of bourgeois bohemian. What was very important to him was his tertulia. He used bourgeois bohemian. Well, it's a contradiction in terms, but I think it does apply to him. I asked Jacqueline once what Picasso used to say about his father, and Jacqueline said he loved his father passionately, but always said il était horriblement bourgeois. His father, as you know, was a painter of pigeons. I mean, was his great subject. And when at the time when he was doing all those doves. Picasso said, you see, I'm giving back my father his pigeon. It was a kind of homage to his father. We never hear so much about Donna Maria. I mean, I think he loved her very much, and I think she wrote to him almost every day of his life when he wasn't around. I think she was a nice, comfortable, practical woman. She must have had a terrible life because there was never any money. She had to keep the family together. But it was his father, I think he loved, probably very much out of guilt. One thing he said to me once about Utrillo was that the nicest thing Utrillo ever did was to make his father's name respectable. He said one of the reasons he liked his mother's name, Picasso, is that it had two S's in it, like Douanier Rousseau, Pissarro. Like Poussin, and in Hutton mentioned Pissarro, and Matisse. The three painters he mentioned were her. N'est-ce pas? Mais c'est un gitan, qui pense, c'est un petit gitan qui réfléchit, c'est un gitan qui se défend, c'est un gitan qui connaît beaucoup de choses.
C'est énorme. Les autres se continuent, n'est-ce pas? Un autre gitan sait aussi beaucoup de choses, mais il va selon où le vent le mène. Ah, tandis que le maître du vent, Picasso est un gitan, mais il est le maître du vent. Il restait attaché à la cour, et la basse-cour. Et la cour, on a eu toujours l'impression de que ces cours n'avaient qu'une signification de pauvreté des pays du Sud, donc de l'Andalousie dans laquelle il a vécu. Mais la cour espagnole était très intéressante parce que c'était l'univers des femmes. C'était lorsque les maris partaient. Il restait qui? Les animaux, les enfants, donc Picasso, et les femmes. Et ces femmes-là, lorsque les maris partaient, racontaient des choses, comme on dirait maintenant, très olé olé. Ils fumaient, ce qui est comme le dit péché. Fumer la cigarette, évidemment, qui était super interdit. Raconter ce qui s'était passé la nuit. Ah, mon mari est arrivé, vous l'avez écouté, il m'a battu parce qu'il m'a demandé à qui tu as regardé. Il racontait en détail. Et c'est cet univers des cours, avec la poule qui se promène, les chats qui restent attachés à lui. C'est pour cela qu'on les voit tout au long de son œuvre, avoir une nostalgie infinie de ces cours qu'il veut créer finalement. À l'école des Beaux-Arts, on se souvient de Pablo Ruiz Picasso. Il avait 6 ans. C'est un gosse qui dessiner. Et alors là, il a fait des études extrêmement sérieuses à la Corogne et puis à Barcelone ensuite. Il savait tout faire. Vous connaissez la première communion qu'il a fait à 14 ans, le Science et Charité qui est si drôle, où il a l'air de prendre le pouls à un gant. Non, mais c'était sans intérêt. Si Picasso avait continué comme ça, je ne serais pas là pour vous en parler. Dans le domaine de la peinture, il était un surdoué. Il était un enfant prodige. In later life, he tried to deny his childhood. He denied that he'd ever drawn like a child, and he always claimed that he grew up. I mean, there was almost an instant adult. I think this is a fantasy which he had later in life. I don't think it corresponds to the facts. The earliest drawing of his we know is done when he was 9 years old, and it's certainly not childish, but the fact that all his earlier drawings have disappeared is slightly suspicious. 1900, l'époque de Stendhal et de Toulouse-Lautrec, fut celle où Picasso découvrit Paris au cours de différents voyages qu'il a lui-même racontés en bande dessinée. En 1904, il s'installe au bateau Lavoir et abandonne la période bleue née de son besoin de peindre l'envers de la belle époque. Il vivait d'une façon plus que simple dans un atelier, le fameux atelier du bateau Lavoir, au 13 de la rue Avignon, qui n'avait rien de fascinant, pas de croire, c'était pas pittoresque du tout. Il suffit de n'être pas artiste du tout pour vouloir avoir un décor d'artiste. Ça, c'était n'importe quoi, c'est une grande chambre de pauvres, qui est dans un bâtiment invraisemblable, dont il est étonnant qu'il reste quelque chose aujourd'hui. Il a toute sa vie, il nous a parlé d'érotisme. Mais par la suite, il y a eu la censure qui s'est créée. Par exemple, comme tu sais, il y a les demoiselles d'Avignon. Ouais. Mais il y a une rue, et je te conseille d'y aller la visiter, à Barcelone, qui s'appelle la rue Avignon. Et là, évidemment, il nous montre les putes qu'il visitait. On a dit toujours de lui qu'il avait dit une phrase « Je ne cherche pas, je crée ».
cherche pas, je trouve. Je trouve, oui, je ne cherche pas, je trouve. Quand on voyait le personnage Picasso, était une chose étrange. Parce qu'il ne cessait de dire qu'il cherchait, il cherchait, il cherchait. Il cherchait sans cesse, tout en créant sans cesse, tout en trouvant sans cesse quelque chose qui l'amenait à chercher. Il a besoin quand même de recomposer. Il décompose, il recompose. Il pose, il dépose. Ouais. Il impose, il décompose. Il instaure quelque chose et en même temps, ça va pas. Alors c'est pour ça qu'il a travaillé par série pour ça, pour épuiser un peu ça. Enfin, j'ai l'impression, je ne sais pas moi. C'est vrai que c'est comme de la prolifération des fois. Bon, voilà. Où c'est concentré, voilà, c'est concentré, c'est organique, mais en même temps, c'est toujours maîtrisé, c'est toujours contrôlé. Hein, c'est diabolique dans un certain sens. Quand il avait trouvé, il passait son temps devant une toile à chercher peut-être les secrets qu'il venait d'y mettre. Il part d'un thème, toujours ses sources, les sources mythologiques par exemple, et ça devient un sujet. Le thème, ça n'intéresse pas. Il se donne cette contrainte-là, mais je veux dire très vite, ça jubile, ça y va, ça travaille, ça tourbillonne, ça dessine, et ça devient le sujet. Ça devient le sujet de la peinture en fin de compte. Ça devient le sujet, ça devient la peinture. La peinture le travaille, il la travaille. Il répond à une sollicitation, il y va. Il avait cette idée à chaque toile qu'il faisait, qu'il avançait vers quelque chose de suprême. Et heureusement, il n'y arrivait jamais. Quand le peintre ne peint pas, il est aussi peintre, il ramasse son pinceau. Alors il y a une gravure comme ça. Peintre ramassant son pinceau, c'est le titre. En 1901, il rencontre Max Jacob à Paris. Bon, et Max Jacob, c'était la merveille. C'était un homme, il comprenait pas un mot de ce que disait Max Jacob, qui parlait pas un mot d'espagnol, mais à travers une espèce de gestuelle, de magie, ça devenait une merveille. Ça arrivait à se comprendre. Il a connu Salmon, Apollinaire, Éluard, Aragon. Tout le monde venait voir Picasso. Et Picasso attrapait à travers eux les meilleures façons de langage, les meilleures choses, mais pas pour s'en servir, pour son bonheur intérieur, pour sa nourriture et pour sa joie. Elle avait sous sa toque de martre, à la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Il y a eu, tout à coup, le cubisme. Dans le cubisme, il n'y a jamais, peut-être au début, jamais eu de cube. C'est maintenant dans l'architecture, dans l'espéranto architectural, puisqu'il y a toujours la même maison partout, qu'on fait des cubes. Mais enfin, les cubistes, c'était pas des cubes. Meurer chez sa vieille aïeule, ou casser le verre comme ça toute seule, rue Saint-Vincent. Elle travaillait déjà pour vivre, et les soirs de givre, sous le froid noir et glaçant, son petit fichu sur les épaules, à rentrer par la rue des Saules, rue Saint-Vincent. Elle voyait par les nuits gelées la nappe étoilée et la lune en croissant, qui brillait blanche et fatidique sur la petite croix de la basilique, rue Saint-Vincent. J'ai 600 litres de lait dans mes nichons de truie. Du jambon, du gras double, du saucisson, des tripes, du boudin. Et mes cheveux couverts de chipolata. Je suis mère et parfaite fille de joie. Et je sais danser la rumba. Oui, il a écrit une pièce, il a écrit même des pièces. Deux pièces. Il a écrit des poèmes aussi. Après la guerre civile espagnole et après la guerre mondiale, il a écrit des poèmes contre Franco. Il y a une petite scène là où, si on l'avait joué en vrai, il y aurait eu une grande baignoire sur la Seine et nous aurions tous été plongés, donc Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Raymond Queneau, Michel Léris, mon mari et moi. C'est un vrai bateau lavoir. Absolument, un vrai bateau lavoir. Et je me demande même s'il n'y a pas pensé ça. C'est assez amusant ce que vous dites, parce que peut-être que dans sa tête, il y a un petit peu pas pensé à... Malin, hein? Oui, oh, il était malin, oulala. Oulala, il était malin. Et puis drôle, truculent, parfois cruel, très cruel. Picasso est un Royan
parce qu'il s'est réfugié à Royan, il n'aimait pas tellement la bagarre. Bon, il était réfugié, et puis, manque de peau, les Allemands arrivent à Royan, et qu'est-ce qu'il fait en attendant, les Allemands? Eh bien, il fait un des tableaux les plus extraordinaires, qui fait femme assise dans un fauteuil, elle est mauve, et elle est dans une espèce de case mauve, elle a une tête, elle a l'air faite en bois, elle a des yeux extraordinaires, des pieds géants, et c'est un vrai monstre, hein, c'est vraiment... Mais il montre la guerre par une femme monstrueuse. Il pense que les options qu'il prend, politiques et autres, seront utiles. Le Parti communiste, son entrée au Parti communiste, par exemple. Il est staliniste, pas communiste, stalinien. Stalinien. Stalinien, c'est l'époque de Staline. C'est un peintre stalinien. His communism was very, very simplistic and naive. Every year he gave a lot of money to the communist children's camps. I mean, it took that form. It was a sort of utopian, sort of idealistic form of communism. Dès 1944, Pablo Picasso s'engageait politiquement et de façon définitive. À la Colombe de la Paix allaient succéder différentes fresques, dont celle de Valoris sur la guerre et la paix, et celle pour l'UNESCO, l'Icare des ténèbres. Quelle horreur, peindre stalinien. Mais c'est peccata minuta. Pour lui, c'est rien. Il veut être tranquille. Il veut peindre. Qu'est-ce qui lui donnerait plus de tranquillité? Mais c'est de rentrer dans les partis de l'ordre. Et quel est le parti de l'ordre à ce moment-là? Mieux que le Vatican. C'est Staline, alors il rentre chez Staline. Et il y avait une grande admiration à ce moment-là pour ce que les Russes avaient fait. Il y avait une espèce d'admiration très, très grande. Et Picasso, avec la pression de ses amis, dit, bah oui, ça y est, c'est un peu une chose d'amitié. Et puis, après, il a été à un congrès de la paix à Wrocław, il était à un autre truc en Angleterre, lui qui voyageait jamais, puis il était content, c'était des grandes vacances, on lui faisait une fête extraordinaire. Et quand il envoyait, il disait à son chauffeur d'envoyer des cartes postales à Françoise Gillot, qui le raconte, parce que lui, il écrivait une lettre, ça le barbe, mais alors, et le chauffeur terminait tous les mots par bon baiser, et quand Picasso est revenu avec 15 jours de retard, parce que il devait partir 4 jours, elle lui a fichu une paire de claques, en disant c'est pour les bons baisers du chauffeur. According to him, the doves which he chose as a symbol of peace are very cruel. Because you have to accept this, that Picasso believed in the paradox of making war against war and borrowing the weapons of the enemy in order to kill the killer. Alors après, le portrait de Staline, ça a été irrésistible, tout le monde connaît l'histoire, non? Alors c'est Aragon, qui dirigeait les lettres françaises, demande à Picasso, Staline meurt. Faire un truc de Staline, à qui demander, sinon à Picasso. Et on téléphone à Picasso, était dans le midi, qui dit, vous savez, ça va pas lui plaire, moi je le connais, faire un dessin comme ça, lui ils insistent beaucoup, et puis il n'avait pas de documents, il n'avait pas faire un truc de mémoire de Staline, puis on a fini par trouver des vieux journaux, et puis il a fait un Staline qui a l'air d'un contremaître de chantier, ce que je trouve parfait pour Staline, puis il perd des peuples, c'est pas, bon c'est bien, il a fait un Staline qui a fait scandale. Picasso était furieux et on lui a envoyé une délégation pour s'excuser. C'était un truc horrible. Et après, il s'est beaucoup tenu de côté. Il n'a pas supporté une seconde de faire du réalisme socialiste. On lui a tapé sur les doigts. On lui a dit, vous ne pouvez pas faire une peinture un peu plus... Je suis allé en Géorgie et j'ai visité le musée Staline, parce qu'il ne faut pas éviter ça. Je veux dire, c'est trop étonnant. À Gori, la ville natale de Staline. Et il y a un musée très grand dans lequel il y a tous les cadeaux qu'on lui a faits. Et j'ai pas vu celui-là, ce tableau. Picasso disait toujours, s'il se trompe en peinture comme il se trompe en politique, c'est une catastrophe. Et c'était. Up to the Spanish Civil War, he'd been a royalist. He said, Spain, I'm a Spaniard. Spain has a king. I'm a royalist. La monarchie espagnole aurait voulu, probablement, anoblir Picasso. Oui, elle a eu des problèmes étant donné l'activité amoureuse de Picasso. Cette activité amoureuse, elle a donné une famille très large et très divisée. Picasso n'a pas été anobli, mais Dali l'a été. Dali s'est dit monarchiste, il a ajouté « Je suis monarchiste » dans le sens que j'aime beaucoup le cul des rois. Tiens, 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 tiens,
Faire des dessins aussi extraordinairement frais à 87 ans, ça inouïe. Et cette invasion de scènes de harem, de dames très nues et tellement nues qu'elles sont écarquillées, disons carrément le mot, tout à fait. Picasso est un homme qui a beaucoup fait l'amour dans sa vie. Et tout d'un coup, il peut plus, et c'est dramatique. C'est dramatique pour lui, et on le voit dans la peinture à travers les mousquetaires qui sont furieux. Alors les mousquetaires et les dessins montrent tout ce que Picasso ne pouvait plus faire. Il en faisait 3 dans la journée, mais 3 dans la journée, il faisait un coup de pinceau, il griffait la toile, c'est tout juste, il ne la crevait pas de rage. But I think what's marvelous about those late paintings is that the two would come together. And all right, maybe he couldn't make love anymore. In fact, he said to Brassai when he was 85 or something, that all this had stopped. But it became in his work. La guerre et la paix. Le peintre est son modèle. Et course de taureau. La mort est quelque chose, c'est un acte, c'est l'acte ultime. Une chose qui est merveilleuse et horrible. Mais en même temps, rien n'explique qu'on va mourir. Rien dit qu'on va mourir pour un paysan espagnol. Et pour lui, rien dit qu'on va mourir. Qu'est-ce qui nous explique qu'on va mourir? Le fait de que nos voisins meurent. Mais ces chaînes peuvent se rompre un jour. Pourquoi pas avec lui? Alors, traiter les mots morts, il ne voulait pas. C'est pour cela qu'il a dit « Viva la vida ». Esto es viva la vida. That was familiar to him as a myth, as fate, as the enemy of Christ, as a power, as a social evil, as a personal disaster in many ways. But the process of dying, he himself dying, I think he wanted to get accustomed from what Parmelin says. He was pretty heroic because he tried to joke about it. Vous savez, il est mort à presque 92 ans. Mais il est mort du tabac à 80. Alors, il y a une chose merveilleuse qui est arrivée, et ça, c'est la mort de Picasso, vraiment. La veille de sa mort, Jacqueline, enfin ses proches, ont fait venir un spécialiste de Paris. Ça servait pas à grand-chose, mais enfin, c'est comme d'ailleurs dans Proust, il y a le médecin qu'on fait venir, le grand médecin, quand les gens vont mourir, ça. Alors ce médecin est arrivé, il est venu avec un équipement léger pour faire une radio dans un champ de Picasso. Et Picasso a ouvert un œil, il n'était pas bien, mais enfin il a vu, il a fait un clin d'œil à son médecin qu'il aimait bien. Et puis il lui a dit, il a cadré, il a fait son dernier tableau sur ses poumons, il est mort quelques secondes après. C'est Matisse, c'est Rousseau. Rousseau c'est naïf, j'aime les Pissarro. C'est Dali, c'est Gala. Qui est ce Dali de Gala? Je ne le connais pas. Oh, 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 oh. Tiens, 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 tiens. Qui? Guernica la peur, la paix, la colombe, les monstres, les bombes. Qui a peint tout ça? Qui? Tiens, 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 tiens. Oh, 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 oh. Faut parler à Pablo, il peint beaucoup trop, ce Pablo Picasso. Pourtant, oui, pourtant,